Donc aujourd'hui, on a un séminaire d'une nature un petit peu différente, mais je pense que c'était important, et c'est important qu'on ait des présentations qui ne soient pas des présentations strictement scientifiques sur nos domaines de microbiologie et de maladies infectieuses. Et donc, Claude Escarguel, éventuellement appuyé de Michel Delage en fin de présentation, qui sera également à votre disposition pour répondre aux questions, va vous faire une présentation sur son expérience, leur expérience, en partie modestement partagée, sur finalement la création de valeur à partir des connaissances en microbiologie et en maladies infectieuses, et donc comment, basé sur une connaissance que l'on a, on peut transformer cette connaissance en valeur au travers, par exemple, de petites entreprises, de start-up. Et je crois que c'est très important que l'on assure ce type de présentation, parce que de mon point de vue, ça fait partie maintenant du métier. En tous les cas, ça fait partie des missions officielles de notre institut. Et puis j'espère que finalement, ce type de présentation, un de mes objectifs, peut-être suscitera ne serait-ce qu'une vocation. Si on suscite dans l'amphithéâtre une vocation, la présentation aura été réussie, et encore plus si ça suscite 2 ou 3 ou 4 vocations, idées de faire des start-up. Et en tous les cas, moi je vous incite à y réfléchir et à tenter de le faire, parce que quoi qu'il en soit, y compris si ça ne marche pas toujours aussi bien qu'on le souhaite, de mon point de vue, c'est toujours une expérience extrêmement intéressante, extrêmement enrichissante. C'est l'occasion de se frotter à des mondes un peu différents de ceux de la science. Et donc, Claude va vous expliquer tout ça. Je le remercie par avance de sa présentation. Merci. Donc, je me présente, Claude Escarguel. J'ai été, comme vous, j'étais biologiste. J'ai été d'abord biologiste hospitalier. Ma fonction et mon parcours, c'était pas du tout de créer une entreprise. J'avais eu a priori comme ça, je n'avais pas du tout l'intention de créer une entreprise. J'étais très bien dans mon hôpital, tout ça. Et puis vous allez vous apercevoir, en fonction de ce que je vais vous raconter, qu'il peut y avoir des occasions, des opportunités. Je pense qu'il faut prendre conscience que vous faites partie d'un milieu qui est assez exceptionnel, la biologie, parce qu'elle évolue en permanence. Ce qu'on sait représente le centième de ce qu'on pourrait découvrir. Et je pense que vous avez la chance de pouvoir observer, découvrir, apprendre en permanence, et donc déboucher, pourquoi pas, sur quelque chose d'innovant. Alors nous, entreprendre, ça on parlait de création d'entreprise, donc de valoriser vos connaissances, de valoriser ce que vous observez, c'est pas donné à tout le monde d'observer, mais la base même de chercheur, c'est de se poser des questions à partir d'une observation et de coupler avec ses connaissances et d'essayer de trouver pourquoi cette observation ne correspond pas à ce qui est traditionnellement connu, pourquoi il s'est passé cet événement, et c'est à partir de là qu'on peut déboucher sur quelque chose de nouveau. Le comprendre signifie commencer à faire quelque chose, amorcer, à démarrer et à tenter de faire quelque chose. Donc, une entreprise n'est qu'une structure organisationnelle qui va vous permettre, c'est un outil qui va vous permettre de commencer à faire quelque chose. Et même vous-même, il y a des philosophes qui disaient, parce que vous savez, actuellement, il y a l'apologie de l'entreprise. Et aujourd'hui, quand on entend les discours politiques, l'entreprise, c'est il y a quelqu'un qui crée des richesses, etc. Alors c'est pas vrai, on voit que le service public ici, notamment à l'université, crée des richesses, c'est vous. Et donc, il n'y a pas que l'entreprise. Et cette apologie de l'entreprise correspond à une philosophie qui s'est développée. Et il y a un grand philosophe, qui s'appelle Michel Foucault, qui disait on devrait être l'entrepreneur de soi-même. Et donc, c'est vrai, soi-même, dans le choix de sa vie, tout ça, à chaque moment donné, on commence quelque chose, on entreprend. Mais quand on entreprend à partir d'une connaissance, à partir d'une observation, à partir d'un produit, à partir de quelque chose de réel, de concret, on le fait à l'intérieur d'un contexte complexe. Ce contexte complexe, c'est le marché, où s'est développé, où se développe depuis la nuit des temps, les échanges, que ce soit des échanges commerciaux, tous les échanges qui se sont faits, c'est ce qu'on appelle le marché. Alors, le phénomène qui déclenche cette envie d'entreprendre, il peut être divers. Soit, pour certains, et j'espère que ce n'est pas le facteur motivant majeur, certains regardent la réussite financière et sociale de certains entrepreneurs et se disent « Ah, j'aimerais avoir cette réussite sociale et financière.
Je pense que si on part déjà de cet objectif, c'est la meilleure façon de ne pas y arriver, de ne pas réussir. Comme on peut faire des champ, il peut y avoir l'envie d'être autonome. Comme je le disais tout à l'heure dans notre semaine, on est dans un système parfois où on est un peu bridé par la hiérarchie supérieure, et le fait de créer son entreprise vous donne la possibilité d'être votre propre chef, votre propre responsable de la conduite de ce que vous faites, et de vous émanciper de la tutelle de quelqu'un avec qui forcément vous n'entendez pas forcément bien. Donc c'est la volonté, c'est pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'auto-entrepreneurs qui peuvent trouver leur petite entreprise autour de sa scène telle qu'on est mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Donc c'est une des motivations, l'autonomie. Ensuite, la création d'une idée, que une idée germe dans notre esprit et que cette idée n'ait pas été développée, n'ait pas été publiée, n'ait pas été écrite. Donc le fait d'avoir une idée innovante, et c'est ça qui est le fondement de la création d'entreprise, c'est l'innovation, peut vous donner l'envie de réaliser, l'envie de rentrer dans cette aventure qui est la création d'une entreprise. Vous allez voir avec moi que ça représente une aventure, il ne faut pas croire que c'est facile, c'est passionnant, mais ce n'est pas facile. Donc, je vais vous citer mon parcours. Donc, j'étais moi-même dans biologiste hospitalier, j'ai été laboratoire, ensuite j'ai été temps partiel, et jusqu'au jour, j'ai fait, alors je vais vous donner moi quel était le facteur de motivation. Je suis d'origine catalane, et les Catalans ont un petit défaut, c'est la fierté des fois ou bien placée, ou la fierté pas bien placée. Et donc, j'étais responsable du service de flexologie à l'hôpital, et je faisais un stage à Fournier à Paris avec le leader d'opinion qui s'appelait Catalan à l'époque, et une dame qui s'appelait Madame Bonissol, qui était la docteure de M. Montagnier. Et donc, on travaillait comme ça sur les graines sexuellement transmissibles, le tabac, l'amitié, l'hypopathe, etc. Et à un moment donné, j'ai une idée, comme vous pouvez avoir tous les jours quand vous travaillez. Et j'ai dit, voilà, pourquoi on ne peut pas remplacer les lignes de biologie classique pour les microbes par des cultures que fait la PI. Donc c'était simplement un transfert une population, un transfert de technologie. Et le grand patron catalan m'a répondu que c'est une connerie, c'est une connerie. Et Madame Bonissol m'a dit, écoutez, M. Serguet, je ne sais pas, j'ai jamais fait, pourquoi pas. Donc face à ça, il y a eu cette réaction que le chargeur de l'hôpital, j'ai dit avec le laboratoire, tiens, rien que pour répondre à ce type qui m'a parlé comme ça, on va tester. Puis on l'a testé, ça a marché, et comme ça on a développé des brevets, on a inventé de nouvelles méthodologies dans l'exploration des mycoplasmes urogénitaux. Et donc c'était ce facteur de motivation qui m'a permis de franchir la fonction hospitalière vers la fonction privée a été comme une stimulation de ma fierté personnelle, mais je vous dis, c'est pas toujours une qualité. Ensuite, donc, cette entreprise a été créée. Alors, elle a été créée sur un modèle, et ça, je vais essayer de faire passer ce message. Quand vous êtes un initiateur, vous êtes un créateur, vous êtes la locomotive. Mais si vous voulez qu'il y ait une efficacité dans le transport de ce que vous faites, il faut qu'il y ait des wagons. Et il n'y a rien de péjoratif, mais vos collaborateurs sont des wagons. Vous mettez l'énergie dans le moteur, mais c'est eux qui permettent de porter tout le travail qui est fait. Et donc, dès ce moment-là, j'ai intégré dans mon équipe, dans le capital, au fur et à mesure que les gens arrivaient, j'ai intégré les gens qui travaillaient. Et ça a été des facteurs de motivation qui nous a permis, toute petite entreprise du Var, de devenir un leader mondial dans tout ce petit secteur qui était la mycoplasmologie. Mais quand même, on était troisième à l'époque derrière Pasteur et Mérieux dans le chiffre d'affaires en microbiologie. Jusqu'au moment où on a eu, personnellement, je n'étais pas fait pour gérer une entreprise. Et donc, quand votre entreprise prend une taille assez importante, vous cherchez toujours un partenaire qui vous permet de mieux aborder l'export, de mieux développer votre secteur. Donc on a trouvé un partenaire qui s'appelait Stago, qui était le leader mondial de la population,
mycoplasmes. Ces mycoplasmes sont des micro-organismes qui donnent aussi bien des infections chez les flux dans les plantes que chez les hommes, que chez les animaux. Donc ensuite, à un moment donné, on a aussi la possibilité de trouver le partenaire, et donc ce partenaire, ça a été Virbac, qui est le leader européen en vétérinaire. Vous le connaissez peut-être parce qu'ils ont un rôle qui navigue, le triste, c'est pas trop, c'est pas le dire, qui est un très bon navigateur, on passe souvent à la télé, et le bateau s'appelle Virbac, voilà, donc ensuite, après cette expérience, avec l'équipe d'ici, avec Jean-Michel Ancourt, avec Lilian Raoult, avec Michel Delage. C'est pour ça que vous aviez la première photo, c'était les Space Cowboys, parce qu'on n'était plus dans les dollars, on était un peu sur la fin de la période. Et donc, on a créé cette société, qui est une société passionnante, où tous sont appris le principe de garder une partie de l'entreprise, bien qu'on n'ait pas les mêmes opinions, mais tous ont envie cette possibilité de garder une partie de l'entreprise de salariés. Et c'était une entreprise qui était basée sur la diagnostic multiplexé des maladies infectieuses. Malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, cette expérience a été pas aboutie où on aurait souhaité qu'elle aboutisse. Donc on a été repris par une société qui s'appelle Elitech, puis Elitech est repris par un groupe qui s'appelle, c'était des... je me souviens plus du groupe, mais et comme tout grand groupe, à un moment donné, malheureusement, quand c'est pas assez productif, eh bien, on arrête. Donc, si vous voulez, c'est pas l'expérience la plus heureuse qu'on a eue, mais par contre, sur le plan relation humaine, sur le plan connaissance, tout ça, ça a été très très fructueux. Ensuite, on a eu la création ici à Lurny, donc avec Éric Chabrière, une société qui s'appelle Elitech, dans laquelle aussi nous avons toujours accepté de garder une part des salariés. Et cette société est spécialisée dans le génie génétique qui travaille en enzyme, qui est des propriétés aussi bien dégradation de l'homme que dans l'effet antivirulence sur les bactéries. Et donc, aujourd'hui, Michel m'a demandé si vous pouvez venir consulter pour parler de cette expérience de création d'entreprise. Pour vous aider aussi, je dis vous, si vous avez besoin de moi dans ce domaine, je suis à votre disposition, il suffit d'en parler à Michel, et je peux vous donner des informations complémentaires par rapport à cette présentation. Vous voyez, pourquoi on parle des sociétés? Il faut toujours d'abord aussi, si on franchit le pas pour créer la société, c'est des fois avoir envie, il peut y avoir une motivation, mais on peut trouver le pas à concrétiser. Et pour le concrétiser, il y a quelque chose de fondamental, il faut vraiment estimer le besoin, parce que vous êtes praticien. Donc vous savez, dans la réalisation de votre activité, ce qui vous manque. S'il y a quelque chose qui manque, et si vous avez envie de le rechercher, et si vous le trouvez, je pense que vous avez donc la niche pour démarrer quelque chose. Donc il faut toujours en fait une interne. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, je l'ai dit tout à l'heure, personnellement, une société correspond à un besoin de participation. Il y a un côté naturel, parce que c'est pas facile, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut aimer ce goût des challenges qui peut donner aussi à tout le monde. Parfois, on est plus tranquille dans un poste hospitalier en plein que dans la création d'une entreprise. Alors, comment annoncer la création? Maintenant, vous avez franchi le pas, vous dites, bon, je veux créer mon entreprise. Déjà, il faut que ce soit sur des bases solides, c'est-à-dire la propriété industrielle. La propriété industrielle, c'est des brevets. Il faut que vous ayez, de par la dépôt de brevet, qui vous appartiennent, qui appartiennent à l'université, ça avec des mécanismes après pour avoir accès, puisque l'intérêt de l'université, c'est de valoriser son travail, c'est de valoriser les connaissances, et il existe une structure qui s'appelle la SAT, qui valorise les brevets de l'université, et c'est une autre structure qui s'appelle le FOIS, qui valide les brevets du CNRS. Donc il faut bien avoir sa propriété industrielle et bien la connaître. Il faut aussi connaître le parcours d'amorçage de cette société. Vous avez dans la création d'une société, vous déposez des statuts,
financement pour amorcer la pompe de recherche. Et là, il faut connaître le parcours. Alors vous avez plusieurs stades. Vous avez le premier stade qui s'appelle Impulse, qui sont des incubateurs déjà qui favorisent le développement de société au démarrage. C'est pour ça qu'on appelle ça Impulse. Ensuite, vous avez OSEO, qui est le maintenance de contrôle de la BPI, de la Banque publique d'investissement, qui vous permet de. Alors, les deux, c'est des prêts, Impulse sont des prêts, donc il faudra pas rembourser. OSEO, ce sont des subventions que vous pouvez présenter sur des concours. Il y a un premier concours qui est basique, qui est assez simple, c'est le concours émergence. Et ce concours donne le droit de financement de l'ordre de 30-35 000 euros. Par contre, après, il y a des concours plus compliqués, ça s'appelle PRL, que justement j'ai une peine et Oteli, qui vous financent des sommes beaucoup plus élevées, entre 200 et 300 000 euros. Donc ensuite, dans la création de cette société, il y a le choix de collaborateurs. Sachez qu'aujourd'hui, les gens qui investissent dans la société, donc les fonds de financement, les gens qui ont de l'argent à placer, ils étudient surtout en priorité, c'est ce qui est dit partout, ils étudient l'équipe qui constitue cette société. Donc cette équipe, non seulement vous avez intérêt à bien la choisir, vos collaborateurs c'est fondamental, et surtout à les motiver. Une fois que vous avez choisi, à les motiver. Donc quelle est la motivation? C'est jamais les salaires du début de création d'une société. Parce qu'au début, vous créez une société, vous n'avez pas les moyens de donner des salaires qui correspondent souvent, qui ne correspondent pas au diplôme de la personne que vous embauchez. Donc il existe pour ça plusieurs mécanismes, soit les stock options, soit la coopérative d'amorçage, c'est ce que nous avons choisi. Donc ce choix des collaborateurs est fondamental. Ensuite, vous avez gardez toujours, si vous êtes créateur, la liberté de piloter. Je vous ai parlé tout à l'heure, vous créez votre entreprise, vous êtes à la locomotive, essayez de garder le plus longtemps possible la marge de manœuvre, l'autonomie de pilotage, donc essayez de rester majoritaire dans cette entreprise, donc essayez de retarder le plus longtemps possible le besoin de financement par des gens qui vont vous diluer votre capital. Ensuite, la gestion très rigoureuse. Je pense que quand vous créez une société, même si au début vous avez un peu de financement, ne vous imaginez pas de suite être riche ou aller vers la facilité. Essayez de gérer, on appelle ça un bon père de famille. Didier pour m'embêter, il est toujours en rendez-vous, mais je veux dire, il faut toujours faire attention. L'argent de la société n'est pas votre argent. Et ensuite, il peut y avoir des moments difficiles, et plus on aura été bon père des amis, et plus on pourra passer ces moments difficiles. Ensuite, il faut connaître à fond la concurrence. Celui qui se lance sur un produit qu'il a imaginé et qui ne connaît pas bien le marché, qui ne connaît pas ses concurrents, risque donc de se planter. Et c'est pour ça qu'on vous demande, quand vous créez une société, de faire ce qu'on appelle un business plan, qui est donc la projection de vos entrées et sorties sur les 5 ans à venir, et donc qui vous demande de faire une prospective en essayant de ne pas trop vous tromper. On se trompe souvent, c'est pour ça que je pense moi que les business plans doivent être actualisés tous les ans, chaque fois qu'on avance un peu. Donc, une fois que vous avez annoncé, il y a la montée en puissance, comme conseil, je pourrais donner de conserver la pilote de gestion, et ça va être toujours c'est la permanence. Je pense que la réussite d'une entreprise, c'est un peu comme la réussite de votre propre vie, c'est un peu de faire les bons choix au bon moment et essayer chaque fois de faire ou le bon choix ou le moins mauvais choix. Ça ne fait pas toujours les bons choix, des fois il n'y a pas toujours le choix. Et donc la réussite est une cascade de bons choix. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut à un moment donné se tromper. Et c'est pour ça que le fait de travailler collectivement avec une bonne équipe vous permet des fois de confronter au point de vue client à deux autres. Et on s'aperçoit des fois que le groupe se trompe, moi ça fait quand même souvent. Il
autres sont obstinés, on dit non, on va y aller, c'est moi qui me suis trompé. Donc heureusement, je veux dire que je n'ai pas bloqué la décision. Vous voyez comme quoi, la réflexion collective et l'autre, ça peut vous amener à évoluer. Donc maintenant, je vais vous dire les pièges à éviter. Les pièges à éviter, c'est d'abord surestimer son innovation. Quand on trouve quelque chose, on a toujours tendance à croire que ça va tout révolutionner, que tout le monde va changer, etc. Donc là, il faut être plus large et modeste. Ensuite, la deuxième piège à éviter, c'est d'éviter les règles qui vous réunissent actuellement dans la recherche scientifique et les règles de gestion économique et de création de gestion d'une entreprise. Ce ne sont pas les mêmes règles. Et que ce soit dans les relations hiérarchiques avec les autres, ou que ce soit dans le financement. Vous avez besoin de vous être dans des services hospitaliers, vous avez besoin d'une machine pour ça, quand il y a une demande, l'économie, etc., c'est budgétisé, vous avez la machine. Bon, une entreprise, vous devez la payer, vous l'amortissez, si vous êtes trompé, vous plantez. Ce ne sont pas les mêmes règles, ça il faut faire très attention, il faut bien prendre conscience de ça. Ensuite, il faut maîtriser une pulsion caractérielle pour être générée par un poste dirigeant. Vous savez, l'être humain est un modèle un peu fragile. Dès qu'il prend un peu de puissance, il a des tendances un peu vis-à-vis des autres, un peu abusives. Donc je pense qu'il faut faire attention à cet homme qui est aussi dans la relation avec les autres. Et donc tout ça pour éviter toute situation conflictuelle avec le personnel ou avec l'environnement. Par exemple, si vous négociez avec quelqu'un, il faut toujours essayer d'avoir c'est ce qu'on appelle un peu l'empathie, se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre l'autre, pourquoi il veut arriver à tel stade, et c'est en comprenant l'autre que vous arrivez au meilleur compromis. Donc ensuite, mauvaise anticipation des problèmes de trésorerie. C'est pour ça que si vous avez fait le plan d'un business pas trop optimiste, vous risquez de vous planter. Et vous voyez que le taux de survie des startups à 5 ans est assez faible. Il évolue en fonction des secteurs entre 36 et 51%. Par contre, on peut considérer qu'au bout de 5 ans, quand une startup existe déjà depuis 5 ans, on peut estimer que sa pérennité est assez stable. Donc, le conseil que je vais vous donner, c'est de toujours partager avec vos collaborateurs, que ce soit les décisions, que ce soit les bénéfices, que ce soit la valorisation de l'actif que vous avez créé, parce que quand vous voyez une entreprise réussie, elle a un actif, et cet actif-là, il revient en partie à tout ce que vous travaillez, même si pour être plus équitable, c'est celui qui a créé, il y en a une grosse partie du gâteau. Ensuite, dans le conseil, il faut prendre conscience, il y a toujours une part de chance aussi. Une part de hasard, une part de chance qui nous met des fois dans l'avenir contact avec la bonne personne, alors qu'on aurait pu très bien se passer, et si nous autres sont assez mauvaises. Et puis si un jour vous êtes dans votre entreprise, si par exemple vous êtes vraiment pas un homme de gestion ou un homme de création, il faut toujours reprendre un entrepreneur qui a la même philosophie que vous, c'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de garder l'entreprise pérenne dans le temps, et non pas un repreneur qui va essayer de faire un problème de spéculation rapide pour essayer j'allais dire, un tapis de l'industrie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est gratifiable? La question que beaucoup vous posez, est-ce que créer une entreprise est gratifiable? On peut dire que oui, forcément, en cas de réussite sur le plan social, mais c'est gratifiable sur le plan humain, parfois sur le plan financier, et cela est gratifiable pour tous les collaborateurs. C'est-à-dire que si vous avez travaillé déjà en équipe et que vous réussissez, vous apercevez que vous créez des relations humaines qui sont, et je citerai un philosophe local qui s'appelle Miguel Roux, qui a dit l'autre jour à la présentation, il a dit il faut être heureux et fier de son travail. Donc vous voyez que celui qui réussit a côté gratifiable à se montrer. Et l'échec, on dire la notion de capacité autocritique. Il faut savoir aussi que pour quelque chose, vous avez vu qu'il y a 30 et 50% de réussite, donc ça peut échouer. Il faut savoir que l'échec, c'est un autre philosophe qui a dit ça, qui est souvent l'obstacle de l'attraction. Et donc, nous, la non-réussite mondiale nous a donné un peu un livre. Voilà, j'espère qu'on va dire pour l'euro. Et pour moi, c'est des questions qui pourront être
écoutez, moi j'ai 10 ans de plus que Claude, alors j'ai une expérience considérablement plus longue. Et donc, j'étais le cofondateur d'Immunotech à Marseille, qui existe toujours, qui est maintenant qui est passé dans le groupe Beckman. Le groupe Beckman est passé de cellules, enfin, qui est revenu encore par quelqu'un, qui est une grande réussite, en particulier sur le plan de la création d'emplois. Puisque lorsque le fait qui a été repris par le groupe américain Beckman, il y avait encore, par Coulter d'abord et ensuite, il y avait 250 emplois, 150 à Marseille et 100 à l'étranger. Bon, c'était une grande réussite pour la création d'emplois, comme je disais, un peu moins du point de vue capitalistique, parce qu'à l'époque, on a créé une bibliothèque, c'est-à-dire dans les années 80, le capital risque n'existait pas, on avait le actionnaire total en direct, et donc la vente de bibliothèque n'a pas du tout été optimale pour les actionnaires s'en sont bien sortis, mais pas autant qu'ils auraient pu le faire. Et puis, après Bibliothèque, et nous avons créé Profost, toujours avec Antoine Déret. Alors, je fais une parenthèse parce que j'ai vu que Claude mettait en garde contre les binômes. J'ai fait ces deux entreprises avec Antoine Déret comme partenaire. Nous avions le même salaire, les mêmes stock options. Un pouvoir décisionnel. Mais non. Ah, voilà. Là, j'ai accepté. Moi, j'étais le directeur scientifique et Antoine Déret était le directeur. Donc, c'est pas le bilan. Et donc, absolument, parce que, pour revenir à la philosophie d'entreprise, l'entreprise, c'est un contrat entre des investisseurs, de l'épargne, et puis des compétences. Donc, c'est le capital du travail, si vous voulez. Mais en termes plus modernes, c'est l'épargne et la compétence. Alors, dans ce binôme, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le dernier mot. Moi, j'ai tout de suite accepté que ce soit le partenaire qui avait fait l'ingénierie financière. Donc, moi, je faisais l'ingénierie du cours et Eric faisait l'ingénierie financière. Oui, après, ça a bien marché. Parce que si vous mettez le même pouvoir de décision, vous vous trouvez dans la situation où était l'armée romaine à la bataille de Cannes. Vous voyez les cours d'histoire. Et la bataille était perdue contre Hannibal, bien entendu, parce que les deux consuls commandaient l'armée un jour sur deux à tour de rôle. Voilà. Donc ça, il ne faut pas le faire, et je crois qu'avec Inodiag, on l'a un peu fait quand même. Bon. Inodiag n'est pas mort de ça, mais Inodiag est mort de mésentente entre actionnaires. Ça, c'est un point fondamental. Voilà, donc la deuxième expérience, c'était Profost. Et Profost s'est terminé cette année par le haut, sorti par le haut. Profost, c'était une entreprise de drug discovery, donc dans le domaine des maladies neurodégénératives. Donc, c'est une entreprise extrêmement gourmande en capital, où l'ingénierie financière a été extrêmement compliquée et laborieuse. Et Profost, au début, Profost à la fin de 2014, était tout près de déposer le bilan. Et coup de chance, le dernier essai clinique, il y en avait déjà 3 qui ont joué, le dernier essai clinique a marché, et par conséquent, l'entreprise a été valorisée à un niveau très élevé. Le niveau très est Roche, donc il y a eu une vente de l'entreprise à une entreprise pharmaceutique, c'est Roche qui a fait la meilleure offre. Roche a mis 700 millions d'euros pour acquérir le package. Tu as pas dit dire le chiffre, on tous créer une entreprise, Michel. Ouais. 700 millions d'euros, après je peux calmer le jeu, parce que comme l'AFM, l'Association française contre l'homéopathie, avait participé au programme, elle a empoché, il y a 270 millions qui lui sont réservés, et donc les actionnaires représentent 430. Je partage totalement ce qu'a dit Claude sur la répartition du capital dans l'entreprise. Il faut effectivement
techniquement associés jusque dans les plus bas salaires, il faut associer les gens à la réussite, ça a été le cas dans Profos, en dépit de dilutions successives, puisque chaque fois qu'on fait rentrer de nouveaux actionnaires, qu'on fait rentrer de l'argent, ça se chiffre en dizaines de millions, et évidemment les actionnaires du début sont dilués. Mais tous ont gardé de quoi être satisfaits dans cette vente. Alors, ça n'a pas été glorieux en termes de création d'entreprise, parce que Profos était sur la pente descendante, après avoir passé par un effectif d'une quarantaine de personnes. Début 2015, il en restait une quinzaine. Donc, le gain capitalistique permet d'imaginer que les fonds d'investissement vont pouvoir investir dans d'autres startups. Il ne faut pas regarder les choses de manière trop étriquée et dire c'est un échec parce qu'il n'y avait que 15 emplois, et encore ces 15 emplois, il faut déménager en Suisse. Il faut se dire que la création de valeur, elle irrigue tout le tissu industriel. Donc il faut voir les choses de manière un peu globale. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que je pourrais répondre aux questions. Merci pour le partage de vos expériences. Alors, est-ce qu'il y en a des remarques, des questions? N'hésitez pas. Qui veut avoir 430 millions à se partager avec le cofondateur? Tout le monde. Simplement, ça se mérite quand même. Qui ne tombe pas comme ça? Est-ce qu'il y a des endroits qui forment à la création d'entreprise? Donne une formation. Il y a des aides, oui, vous pouvez être aidé, c'est-à-dire qu'il y a certains anciens dirigeants d'entreprise qui des fois aident les personnes qui veulent créer bénévolement à amorcer leur projet. Ça existe, hein, c'est des pépinières, d'entreprise. Il existe aussi des pépinières, mais déjà il faut déjà avoir vraiment une première amorce pour être dans une pépinière. Après, il y a l'État qui aide, oui, l'État aide par toutes ces aides, toutes ces subventions, je vous ai parlé tout à l'heure, Impulse, Oseo, BPI, enfin, tout ça, c'est... Oui, vous pouvez avoir une subvention pour faire appel à un cabinet qui va vous aider à faire le business plan, par exemple, qui est un exercice littéraire assez pointu. En dehors des cabinets, sans avoir l'idée de créer une idée qui va bien donner des millions, il y a des endroits qui peuvent apporter une simple formation comment créer une entreprise. Ben oui, vous avez toutes les écoles, enfin, normalement, toutes les écoles. Cours pas sans école. Oui, je dirais le plus simple, on va dire, quand on est dans la science, il faut bien comprendre qu'au début, il faudra des années avant de comprendre comment ça fonctionne. Donc il faut vraiment s'entourer dès le début d'une personne qui a eu déjà plusieurs réussites et éventuellement échecs, qui elle a donné une ligne. C'est-à-dire que nous, le produit technique, on le connaît. Par contre, derrière, pour éviter les erreurs, il faut vraiment quelqu'un d'expérimenté. Donc l'idéal, je dirais, c'est la construction des premiers associés, de bien choisir quelqu'un qui a l'étude d'une entreprise, une formation juriste. Il faut vraiment, on va dire, réunir une équipe initiale. Je crois que c'est vraiment l'important et de croire que la personne va maîtriser la technique, l'ingénierie financière et tout comme ça dès le début, c'est presque illusoire. Ensuite des conseils, vous avez des experts comptables. Des experts comptables qui, soit de vos connaissances, soit des quidam, qui peuvent vous aider à amorcer, à faire les premiers pas. Ça, l'expert comptable est en général bien placé. Ensuite, il y a des cabinets d'avocats d'affaires, mais ça c'est plus compliqué, c'est déjà à un autre niveau. Est-ce que déjà parmi vous ont déjà eu cette idée de pouvoir valoriser une connaissance, ou alors est-ce que vous êtes tous dans le... Vous préférez tous... Je sais qu'aujourd'hui, dans la difficulté qu'il y a, notamment dans le secteur privé, avec le chômage, avec tout ça, le rêve, c'est un peu un poste hospitalier qui a été mon rêve aussi. Hein. Moi, je vous garantis que quand j'ai eu ma nomination de praticien hospitalière, j'étais heureux comme tout. Je me disais, bon, ta carrière
passé, tu sécurisais. C'est le mot sécurisé qui est important. Est-ce que vous, déjà, il y a des gens qui ont eu le point d'interrogation, qui se sont posés... Bon, on ne les dénoncera pas. Peut-être qu'on est dans une situation favorable, je dirais. Oui. Enfin, ici en France, en réalité. Voilà. En France, il y a pas de pays en réalité actuellement dans lequel on ici, l'Urmite. Ici, point de vue. Oui. Et l'Urmite aussi, quand même, parce que ponctuellement ici, on peut penser qu'on est dans une situation favorable ici dans notre institut. Je suis assez d'accord, mais de façon plus large. En fait, ce que vous avez dit Claude et Michel, c'est qu'il y a en réalité, pour répondre à la question de Rallye, moi je dirais que déjà en première ligne, il y a quand même des structures d'État qui sont là pour aider. Un Pulse ou l'équivalent sont des gens qui peuvent commencer à donner des conseils en réalité pratiquement gratuitement au départ, même via BPI France, qui est la banque, le bras armé, schématiquement du gouvernement pour financer tout ce genre de choses. En réalité, il y a moyen de les approcher, d'avoir un peu de 3 conseils purement gratuits au départ pour aider à monter les trucs. Donc en réalité, je pense qu'il y a quand même 2-3 portes sur lesquelles vous pouvez frapper pour avoir le tout début. Deuxièmement, comme l'a dit très justement Eric, en tous les cas, c'est l'expérience partagée qu'on a ici. C'est bien d'emblée de s'accrocher à quelqu'un qui l'a déjà fait. Comme l'a dit Eric, d'ailleurs, ça peut être un succès ou un échec, mais au moins qu'il a déjà fait, qu'il sait un peu comment ça se passe. Ça, quand même, il y a autour de vous nécessairement des gens plus ou moins jeunes, plus ou moins, mais qui ont déjà une expérience, c'est le deuxième truc. Et troisièmement, même si ça peut paraître bizarre, mais on est là en ce moment dans une situation où les gens qui ont de l'argent ne savent plus quoi faire de leur fric. Donc, on est dans une situation où c'est assez facile de trouver de l'argent à partir du moment, bien entendu, où on a une idée, on peut penser qu'on l'a met à terme, et comme on l'a dit, on a une équipe, ça peut être que deux, hein, on a une équipe qui tient la route. Mais on est, ça peut paraître bizarre, on est dans une période où les structures ou les personnes physiques d'ailleurs qui ont de l'argent ne savent pas trop où mettre leur argent parce que comme vous voyez, l'immobilier ne rapporte rien, la bourse on ne sait pas trop, et voilà. Donc il y a des gens qui ont de l'argent et dans le fond ils sont prêts à mettre, il y a plutôt de l'argent disponible, disons ça comme ça, plutôt par rapport à il y a quelques années. Donc finalement pour trouver des financements à partir du moment où on a une bonne idée dont on pense que ça va pouvoir se traduire évidemment par quelque chose, hein, compris, c'est une idée qui se transforme en un produit. Le produit, ça peut être un logiciel, ça peut être un produit matériel que l'on met sur la table, ça peut être un process, enfin, on a quelque chose. Et donc, il y a quand même actuellement plutôt des gens qui sont prêts à aider à mettre de l'argent. Donc, on est, de mon point de vue, on est dans une période plutôt favorable à la création de start-up, de petites entreprises. Après, elles ont le succès qu'elles ont, mais en tous les cas, en termes de création et de démarrage, on est à mon avis, plutôt dans une période favorable. Puis, il y a un autre mécanisme que vous connaissez mieux que moi, certainement, puisque vous êtes plus familiarisé avec Internet, c'est le crowdfunding, qui vous permet de mettre votre projet sur Internet et de demander à ce que des gens extérieurs participent au financement, au premier financement. Donc c'est une des voies aujourd'hui qui est pas à négliger dans la mesure où il y a une volonté de démarrer quelque chose. Puis il faut quand même toujours aussi s'entourer de gens qui vous connaissent bien, qui vous font confiance, et qui peuvent prendre un petit risque avec vous. C'est pas négligeable non plus. Il y a aussi un point, c'est que l'État, on va dire, avec les crédits d'impôt recherche, que vous avez entendu, c'est extrêmement intéressant. C'est qu'un jeune doctorant qui est embauché en CDI, en 2 ans, son salaire est intégralement reversé, voire même un peu plus. Et toutes les dépenses liées au R&D, on va dire c'est 30% de crédit de recherche qui retombe à la fin de l'année. Donc là aussi, pour l'investissement, il y a un effet levier multiplicatif, plus les aides que vous pouvez avoir. Se lancer, c'est pas si difficile que ça au final. On va dire souvent, on critique en France que la vie est dure, qu'on est taxé, mais de ce côté-là, je ne connais pas beaucoup de pays où on reçoit quand même pas mal d'argent, d'aide, de soutien. C'est plutôt quelque chose d'intéressant. Ça justifie parfois l'impôt qu'on paye, donc on sait que là, il est utilisé correctement. C'est vrai qu'en France, le départ est bien aidé et facilité. Il y a eu en 99 la loi Allègre
qui a autorisé les universitaires à participer à la création d'entreprises, et c'est devenu maintenant tout à fait à la mode. Moi, quand je l'ai fait, ça n'était pas du tout. Hein. Mais maintenant, c'est tout à fait à la mode, et un universitaire qui n'a pas créé son entreprise à la fin de sa carrière, lui manque un fleuron à sa peau. C'est comme la Rolex. Mais c'est un peu plus tard que les vraies difficultés, quand il faut réinjecter du capital au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, des sommes beaucoup plus importantes. Et là, les investisseurs regardent de près qu'est-ce qui va se passer à la fin, et quelles sont on commence à regarder l'imposition sur les plus-values. Et là, la France est nettement moins bien placée. Et je dirais que la loi Allègre a aussi des effets pervers. Alors je le dis à des universitaires ici, mais je nourris dans le sérail, j'en connais les détours. Elle a institué le statut du cul entre deux chaises. Je suis universitaire, je peux passer le quart de mon temps dans l'entreprise, je peux avoir le quart du capital, je peux être payé comme consultant, je tire les ficelles. Bon. Mais en réalité, les investisseurs institutionnels, les zinzins, comme on les appelle, c'est-à-dire les filiales de banques qui sont spécialisées dans l'investissement et dans les fonds d'investissement, n'aiment pas du tout cette situation. Et s'ils ont l'impression que l'universitaire tire les ficelles, ils vont se dire, cette boîte, ça sera la boutique de carte postale à la sortie du musée, et donc elle ne grandira pas. Donc il faut faire très attention. Certains universitaires ont le bon sens de rester à leur place, d'injecter leur savoir, mais ne pas manager l'entreprise. D'autres sont moins prudents. Et donc, si vous faites un start-up avec votre patron, assurez-vous que les rôles sont bien définis et qu'il ne va pas épouvanter les investisseurs en prétendant qu'il va diriger l'entreprise. Voilà. De cette petite flèche. J'ai une cas de figure, alors. Vous pouvez avoir les entrepreneurs. Je rappelle que tous les étudiants doctorants, il y a un statut qui a été créé il y a quoi, 1 an et demi, c'est ça? Il y a un statut là, qui existe maintenant depuis 1 an et demi, il semble, d'entrepreneur. C'est un statut un peu particulier, qui donne une petite possibilité parmi les autres doctorants, qui donne un petit peu plus de facilité pour créer éventuellement une entreprise. C'est un statut qui a été 12 ans, maximum 2 ans, c'est responsable. Tout d'entre vous qui êtes inscrit en doctorat à l'Université Méditerranée, vous pouvez bénéficier d'un statut un peu plus particulier si vous êtes étudiant, doctorant, entrepreneur. Le point aussi, c'est, on va dire, si vous devez créer une entreprise et équiper, avoir un loyer, ça c'est difficile. Le gros intérêt, justement avec l'IHU, qui a un projet, on va dire, d'héberger des entreprises, c'est-à-dire qu'au niveau loyer, accès à l'équipement, ça ne va rien vous coûter presque. Vous aurez accès à la meilleure technologie, meilleure que des très gros groupes, pour 2 fois rien. C'est-à-dire qu'après, grosso modo, c'est juste à réussir à payer le fonctionnement et quelques salaires, avec les aides ça part. On va dire c'est des économies qui sont énormes. Si vous deviez acheter des appareils de chromatographie, de spectrométrie, etc., vous ne pourriez pas. Mais le fait de vous héberger au sein d'un laboratoire, c'est un accord gagnant-gagnant. Et un autre point aussi qui est important, c'est que si vous créez une entreprise et que vous avez 2 ingénieurs, la technologie au bout de quelques années, on va dire, ça manque d'échange. Et là, d'être implanté au sein d'une université, ça permet de garder son personnel toujours alerte, de savoir ce qui se passe. Et ça aussi, je pense que c'est un gros point intérêt. Et ça aussi, c'est des points, on va dire, qu'aux États-Unis développent beaucoup plus et qu'en France, c'est en train d'émerger. Donc aussi, ça peut vous donner des idées à réfléchir. Voilà, ben on espère que ça vous aura éclairé sur les mécanismes, les pièges à éviter, les conseils. Et on vous souhaite toute réussite, aussi bien entrepreneuriale qu'universitaire. Merci.